De tout temps, cette chaîne de montagnes accrochée au Massif central a impressionné les peuples qui la traversaient. Depuis Jules César lors de sa conquête des Gaules, jusqu'aux armées allemandes d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses habitants, isolés par des reliefs ardus et de profondes forêts, ont su développer au cours des siècles une identité de résistance sans faille. Elle allait se révéler, au tournant du XVIIIe siècle, au cœur du somptueux paysage des Cévennes, dans une guerre méconnue qui allait opposer le roi de France aux Cévenols protestants, rebaptisés bien plus tard du terme de Camisards. Autour de Mialet, l'un des centres de la révolte des Camisards, nous rejoindrons près de Bar-des-Cévennes le vieux chemin des Huguenots, nom donné aux protestants français. La guerre des Camisards est profondément attachée au territoire cévenol, qu'elle incarne et qu'elle représente. Les chemins qu'on y emprunte, si particuliers par leur étroitesse, ramènent à cette histoire de ce qu'on a appelé le désert et dont le musée est animé par Philippe Herbster, transmetteur de cette mémoire. On n'est pas sur une révolte cartésienne. Ils ne se révoltent pas parce qu'ils crèvent de faim, parce qu'ils veulent payer moins d'impôts, rouler dans une plus grosse bagnole que leurs voisins. C'est une question de liberté spirituelle. Ce qui les réclament, c'est la tolérance religieuse en France. Voilà. Ils sont soumis en bien et en corps au roi. Donc ce sont des monarchistes, même les Camisards, ce ne sont pas des républicains avant l'heure. Mais ils réclament, avant toute chose, la liberté spirituelle. Voilà. Plaçant Dieu au-dessus du roi qui trône à Versailles. La lutte contre les protestants, timide au début du règne de François Ier, s'intensifie par la suite pour devenir sauvage en 1572, avec le tristement célèbre massacre de la Saint-Barthélemy, au cours duquel de nombreux protestants sont exécutés. Dès lors, les guerres vont se succéder dans le sang, jusqu'à l'arrivée d'Henri IV, premier roi protestant converti au catholicisme. Par la signature de l'édit de Nantes en 1598, il met un terme aux guerres de religion, pour un temps, en autorisant la pratique du culte protestant. Au début du XVIIe siècle, de nombreux temples sont créés en France, principalement dans les places fortes protestantes autorisées par l'édit de Nantes. Des villes libres sont dirigées par les réformés, surtout dans le sud de la France. Mais les conflits, principalement politiques, déchirent toujours le pays en opposant les catholiques aux protestants. En 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes et la répression des églises réformées culmine. À la veille de la révocation de l'édit de Nantes, donc au début du règne de Louis XIV, à partir des années 1660, il y a cette volonté de l'autorité marquée par la politique absolutiste de Louis XIV d'uniformiser la société française dans tous les domaines, économique, politique, religieux, un seul roi, une seule loi, une seule foi, avec une vague de moyens juridiques, policiers, militaires qui visent à obtenir un maximum de conversion des populations protestantes. Donc cette minorité protestante, 4% de la population, va subir le contre-coup de cette volonté politique. En Cévennes particulièrement, où là il y a une densité protestante de l'ordre de, alors selon les vallées, les localités, 90-95% de protestants, c'est-à-dire la proportion inverse de la moyenne nationale, qui subissent alors particulièrement les vagues de dragonnade, c'est-à-dire le logement de soldats, de dragons, dans les régions protestantes, dans les villages, dans les familles, afin d'obtenir donc ces conversions, qui permettent en 1685 à Louis XIV d'interdire le protestantisme en révoquant l'édit de Nantes.
L'édit de Nantes, depuis Henri IV, presque un siècle auparavant, protégeait cette minorité. Plus de minorité, plus besoin de l'édit de Nantes. Donc révoquer l'édit de Nantes, c'est aussi interdire l'exercice, l'existence du protestantisme en France. Voilà. Donc une résistance qui se développe tout de suite pour les protestants. Alors pacifique au départ, hein, c'est-à-dire que pour eux, il s'agit vraiment de préserver cette identité. Il n'y a plus de temples. Il y avait 400 temples en France à l'époque, ils sont rasés tous. Il y a une exception, hein, mais tous sont détruits. Donc les offices religieux se font au désert, c'est-à-dire dans le maquis, dans la campagne. Voilà. Dans les grottes, dans les clairières, dans les bergeries, un petit peu n'importe où. Des primes sont données aux dénonciateurs d'assemblée, des dénonciations, mais du coup s'opèrent, et des sanctions, par là même, à l'encontre de ces populations. Près de 200 000 protestants quittent la France pour se réfugier dans les régions acquises au protestantisme, en Allemagne, Suisse ou Angleterre. Le pays perdra grand nombre de savants, de commerçants ou d'artisans. Mais dans les régions rurales, plus pauvres et plus isolées comme les Cévennes, l'exil n'est pas toujours possible. Et c'est dans la clandestinité que les réformés vont maintenant poursuivre leurs pratiques religieuses. Donc cette particularité régionale, mais aussi donc à toutes les régions protestantes, les régions historiques protestantes, avec ces fameuses tombes familiales. On ne peut plus enterrer les morts protestants dans les cimetières communaux, cimetières paroissiaux. Donc on les enterre chez soi. Là voilà, on a des tombes qui datent ici des années 50-60, qui étaient des gens du hameau. Donc la terre là leur appartenait et ils ont fait un petit insert dans les cultures pour y mettre toute la famille. Alors on voit les deux dernières là avec ces plaques, mais on voit simplement des petites pierres là qui marquent des tombes qui elles datent du 19e, 18e siècle, beaucoup plus anciennes. Alors l'interdit, c'est plutôt pour ceux qui meurent sans extrême onction. Voilà. L'extrême onction, c'est la prière pré-post-mortem qui permet d'obtenir un pardon in extremis. Voilà, les protestants, ils tentent à dire que le boulot vaut mieux le faire vivant, une fois qu'on est mort, c'est un peu tard. Voilà. Donc ils ont rejeté ce principe-là. Ils enterrent ad domus. Donc au début, c'est très clandestin. Donc la sépulture, elle ne devait pas être visible. Donc c'est un trou dans le potager souvent, parce que la terre y est remuée incessamment. Donc voilà. Et puis l'habitude se transmet, se prend de génération en génération. Et aujourd'hui encore, voilà, quelques familles gardent ce droit. Alors c'est très particulier, c'est un droit d'usage de sépulture familiale ou privée. Héritée de la Renaissance, la diffusion des savoirs par le livre imprimé modifie profondément les structures des sociétés européennes, basées sur le culte catholique. Le livre le plus diffusé est le premier imprimé, la Bible. Et sa lecture généralisée va mener à de nombreux débats théologiques qui aboutiront au milieu du XVIe siècle à la création d'une église réformée distincte de l'église catholique et menée par l'ancien moine excommunié Martin Luther. Contrairement aux catholiques, la pratique du culte des protestants reste possible dans des conditions précaires. C'est ce que raconte Claude Batty, ancien président de la Fédération protestante de France, dans le temple de Mialet. Nous sommes dans le temple de Mialet, au cœur des Cévennes. Ce temple-là n'est pas le temple du temps de la Réforme, parce qu'il a été détruit au moment de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et il a été reconstruit après la Révolution, au début du XIXe siècle. Un temple, ça n'est pas un lieu sacré. Pour les protestants, rien n'est sacré, sauf Dieu. C'est un lieu où on se rassemble pour prier, chanter, écouter la parole. Et vous voyez peu de décoration, pas de statues. Mais Mialet a opté pour la réforme très tôt. Il y avait 99% de la population qui était protestante au XVIe siècle.
Il y a eu la période où tout était interdit. Et à ce moment-là, c'est petit à petit manifesté une sorte de révolte un peu sourde, due aussi au fait que tous les pasteurs avaient été chassés. Soit ils partaient, soit ils passaient sur la roue, c'est-à-dire qu'ils étaient exécutés. Et il y a eu à ce moment-là un mouvement de prophétisme, des jeunes, des enfants, des femmes, beaucoup, qui ont prophétisé. C'est-à-dire qu'ils parlaient au nom de Dieu pour appeler tout le monde à la fidélité à Dieu, à la résistance, etc. Comme beaucoup de pasteurs sont arrêtés par le pouvoir, ce sont fréquemment des prophètes autoproclamés qui entretiennent le culte, en accord toutefois avec de nombreux protestants de l'époque qui croient en une intervention miraculeuse de Dieu, comme décrit dans l'Ancien Testament. Dans le catholicisme, ce qui est au cœur de la foi, c'est la messe, c'est la célébration de l'Eucharistie. C'est ça qui est central. Et il faut pour ça que le prêtre soit là. S'il n'y a pas le prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Dans le protestantisme, il y a la scène, mais qui peut être célébrée, s'il n'y a pas le pasteur, par un membre de la communauté. Et ce qui est central, c'est la prédication. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et depuis le début, les protestants ont voulu que la Bible soit accessible à tous dans leur langue commune. C'est pour ça qu'ils ont voulu traduire la Bible au XVIe siècle en français, et la Bible est vraiment au centre. Et le pasteur explique la Bible. Le protestantisme reste très vivace dans les Cévennes. On pourrait prendre l'exemple de Mialet. Le temple, vous voyez, est ouvert, il fonctionne. L'église catholique est fermée. Si le développement du livre avait permis l'expansion de la Bible chez les protestants, sa possession sera ensuite interdite et sévèrement punie par le pouvoir. De nombreux documents judiciaires d'époque, conservés au musée du désert, rappellent aujourd'hui l'acharnement du pouvoir royal à réprimer les réformés. La légendaire résistance cévenole était certes dans les esprits, mais aussi dans les mains des menuisiers, qui rapidement inventent un objet encore reproduit aujourd'hui par Philippe Herbster. Ici, on appelle ça des miroirs cévenols, mais c'est parce qu'on est chez nous. Voilà. Miroirs huguenots aussi bien, miroirs protestants, on pourrait dire aujourd'hui. Voilà. C'est toujours du fruitier pour les miroirs anciens, ou du merisier, cerisier, ou du noyer. Donc d'une forme assez banale. Par contre, voilà, il recèle à l'intérieur un emplacement, une place suffisante pour y cacher livres interdits, documents compromettants. On peut penser aux psautiers, aux petites bibles. Donc on reprend, nous, aujourd'hui, les mêmes fabrications, telles qu'elles étaient à l'époque. Mais voilà, le renfoncement, c'est la place. On a plutôt tendance à utiliser du châtaignier. Les bibles sont plus des livres interdits, mais ça peut servir à remiser un peu tout ce qu'on veut. Voilà. La réputation d'endurance des Cévenols de l'époque tient autant à leurs conditions physiques qu'à leur obstination à continuer la pratique de leur culte. C'est à cette période que débute l'aventure des assemblées du désert, appelée ainsi en référence à la traversée du Sinaï par les Hébreux, chassés d'Égypte. On a au musée dans les collections des documents, des jugements, des actes de condamnation qui attestent donc d'une assemblée de protestants, d'une réunion religieuse, un office religieux, fait donc au désert, dans la campagne, dans une grotte, non loin du hameau de la Baumelle. Le hameau de la Baumelle, c'est un hameau qui se situe à 1,5 km à vol d'oiseau. Or, en travaillant sur la grotte du Péras, fraîchement redécouverte, eh bien on s'est rendu compte, en trouvant des éléments, alors des éléments tout à fait datables, des pièces de monnaie notamment, qui sont toutes antérieures de
à 1688, date qui nous intéressait puisque l'assemblée qui s'était tenue ici s'était tenue pour la Noël 1688. Ils se sont réunis ici. Malheureusement, cette assemblée a été découverte, alors vraisemblablement par trahison. Quoi qu'il en soit, c'est une assemblée qui va beaucoup marquer la région parce qu'il y a eu énormément de condamnations. Les dernières années du siècle seront tragiques pour les protestants cévenols. Beaucoup d'assemblées sont dispersées, et s'ils ne sont pas massacrés, ceux qui y participent finissent en prison ou sont envoyés aux galères. Les prédicateurs, eux, sont systématiquement exécutés. Cette grotte donc a été obstruée, comme nombre de grottes le seront en Cévennes sous l'ordre de l'intendant, Baville. L'intendant demande à ce qu'on fasse murer plus de 600 grottes dans le massif cévenol. Alors, le chiffre sans doute est un peu extrême à l'époque, mais donc il y en a de très nombreuses qui sont murées. Certaines restent connues de la population seule. Voilà, on voit encore l'ancienne trace des murs. Elle a été murée à l'époque de Louis XIV. Avant même que des êtres humains n'y séjournent, c'est une cavité qui sert pour les animaux. Et c'est ici qu'on arrive à voir encore, avec la surbrillance du rocher, le passage des ours. Voilà. Ils viennent se frotter pour enlever les parasites. Et donc, ça, au fur et à mesure, ça a poli la roche. Donc là, ça remonte à des dizaines de milliers d'années. Donc à partir de moins 20, moins 30 000, elle sert d'abri, mais sans doute d'abri temporaire pour les chasseurs-cueilleurs qui suivent en fait la transhumance naturelle de certains troupeaux en quête de chasse, de victuailles. Et puis ensuite, alors probablement elle a dû servir d'abri à l'époque gauloise, et puis après d'abri de berger alors tout au long du Moyen-Âge. Et le lieu d'assemblée, proprement parlé, le pasteur devait être ici, sur cette espèce de promontoire. Donc on voit là, ça c'est un rocher naturel, mais là on voit que tout ça a été bâti, en fait, donc en pierre sèche, des gros éléments sur l'extérieur, et puis à l'intérieur, voilà, tout un caillebotis de caillasse, voilà. C'est ici qu'on a trouvé des pièces de monnaie, sans doute qui ont été tombées, alors peut-être pas de poche, parce qu'ils n'avaient pas vraiment de poche à l'époque, et une cuillère en cuivre. En face, on voit là ces sortes de strates naturelles, où les gens pouvaient s'asseoir plus commodément. On a retrouvé là aussi des pièces de monnaie un petit peu partout. Donc au maximum 300 personnes dans ce volume. C'est très pratique une grotte. La température est la même été comme hiver. On est à l'abri des intempéries, la neige, la pluie. Là, ils sont à Noël. Les Noëls peuvent être un peu froids à l'époque. On est encore dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et puis c'est surtout très pratique parce qu'on peut chanter fort sans que cela s'entende véritablement à l'extérieur. L'inconvénient d'une grotte, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il y a certaines grottes, mais plutôt rares, avec des échappatoires. Sinon, le plus souvent, c'est des cavernes comme ça. Alors les gens sont des marcheurs à l'époque. Lors de cette assemblée, on est assez surpris quand on a la liste, le nom des condamnés, de se rendre compte qu'ils ne sont pas tous d'ici. Certains viennent de Tornac, à plus d'une demi-journée de marche, près de 25 km d'ici. Ils viennent de très loin. Donc les gens marchent énormément. Ils marchent vite. Ça c'est sûr. Alors ils coupent aussi tout droit. C'est pour ça que souvent les chemins ici sont des chemins un peu difficiles parce qu'il faut monter et descendre. Voilà. On va toujours en ligne droite. Au début du XVIIe siècle, malgré la clandestinité des pratiques religieuses, les protestants sont toujours obligés de supporter la présence des troupes royales et les brimades qui l'accompagnent.
Le climat devient alors de plus en plus insurrectionnel, n'attendant qu'une étincelle pour que la révolte explose. C'est ce qui arrivera en 1702, dans la région de Bar-des-Cévennes, aux limites de la Lozère, parcourue aujourd'hui par le chemin des Camisards. Cévenol d'origine autant que de caractère, Jean-Claude Auberlet accueille les randonneurs de passage dans une ferme d'époque parfaitement préservée. L'histoire des Camisards, c'est quelque chose que je connais depuis toujours, du par le fait aussi qu'on m'a baptisé protestant. J'ai rien demandé, mais c'était comme ça. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est originaire Cévenol et qui est partie en exil, en Suisse. Mon père, mon grand-père m'ont parlé donc du protestantisme des Camisards. Et venant ici, je savais très bien que j'étais dans le fief. L'imprégnation Camisard y est toujours, on est toujours dans les bois, on se sent bien, c'est super sympa, mais il y a le petit côté quand même austère et pesant. On se dit il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, on le sait, et ne serait-ce que par les gens sont assez rudes. Mais par contre, ils s'entraident tout le temps. Pourquoi chemin des premiers Camisards? Parce qu'en fait, lors d'une manifestation de la foire de la Madeleine, l'abbé, on va dire, du pont de Montvert est venu se vanter ici d'avoir attrapé et d'avoir dans ses geôles donc 5 jeunes Camisards qui partaient pour l'exil en Suisse. Et il les a capturés et il est venu s'inventer à Bar-des-Cévennes. En fin de soirée, les Camisards se sont réunis en passant par ce chemin dans une forêt un peu plus bas. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas les laisser dans les geôles, on va aller les libérer. Et du coup, pour les Cévennes, la guerre des Camisards a plus ou moins quand même démarré et a pris une ampleur un peu plus importante. Le mot Camisard serait une déformation de camisade, une attaque surprise de nuit. Mais il proviendrait surtout de l'occitan camisa, la chemise, pour désigner ceux qui, contrairement aux dragons du roi, ne portent pas d'uniforme, mais ce simple vêtement paysan. La ferme des Combes est une ancienne ferme camisarde, à savoir que donc, pendant la guerre des Camisards, le propriétaire a été laissé pour mort au col du Rey, c'est-à-dire à 2 ou 3 km d'ici, trucidé par le curé de l'époque. Il est rentré chez lui, il s'est traîné jusque-là. Et alors c'est une ferme fortifiée aussi, parce que tout le bas, il y a des meurtrières. Et donc on a enfermé le soir dans le bétail, dans la cour, pour les protéger du loup. Parce que le loup du Gévaudan, on en parlait beaucoup. Donc la partie la plus vieille, c'est celle-là, qu'on est toujours un petit peu en rénovation, qui date du XVe siècle. Mais jusqu'au XVIIIe, elle s'est modifiée, elle s'est agrandie en fonction des gens qui habitaient là. Alors nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de randonneurs qui arrivent avec des ânes. Parce que, en fait, pourquoi la création de ce chemin, d'un autre chemin à nouveau en Lozère et dans le Gard, puisqu'il est à cheval sur les deux, c'est pour essayer d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas uniquement le Stevenson. Le Stevenson, maintenant, on appelle ça l'autoroute, l'autoroute des Cévennes. Les chemins de randonnée sont très populaires dans la région depuis la publication en 1879 du Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson, qui rencontra à l'époque un énorme succès. Retraité, Jean-Claude s'est découvert une passion pour le travail du bois, en parfaite adéquation avec son environnement forestier. Je suis un autodidacte et ça fait maintenant plus de 10 ans que je tourne. Il faut qu'on arrive à la rendre à peu près lisse. Là, on y est presque. Et après, on va faire une petite écuelle. Alors moi, j'utilise l'érable. L'érable a une qualité particulière, c'est que c'est naturellement antibactérien. On a des écrits depuis le XIIIe siècle comme quoi c'est un bois qui est utilisé pour faire de la vaisselle. Mais moi, je suis content, je sors des écuelles. Je fais le côté utilitaire en même temps et puis un petit peu, je dirais pas artistique, mais artisanal de la chose. Voilà, on va y être. Voilà une petite écuelle en bois.
Durant toute la guerre des Camisards, qui s'achèvera en 1704, se poursuivant sporadiquement jusqu'en 1710, la géographie de la région sera grandement modifiée par le tracé des routes royales, que l'intendant des Cévennes, Baville, fera construire à marche forcée, profitant souvent de la force de travail des habitants en même temps que de leurs impôts. Les chemins n'existent pas tels qu'on les connaît aujourd'hui en Cévennes, à l'époque des Camisards. Par exemple, Mialet, la paroisse de Mialet, doit fournir, au moment de la révocation, il y a des impôts qui tombent sur les paroisses protestantes. Ils doivent fournir à la région, donc à l'intendance, une charrette. Dans le village, dans la paroisse, il n'y a pas un habitant qui possède une charrette. Voilà, on est à la fin du XVIIe siècle. Ils sont obligés de l'acheter à Saint-Hippolyte-du-Fort pour la fournir. Voilà. Donc les chemins sont uniquement des chemins vraiment piétons. Et c'est l'intendant Baville qui, après la révocation, va faire construire tous ces chemins sur lesquels aujourd'hui on circule pour que les charrois puissent passer et surtout pour que les armées royales qui veulent surveiller ces populations puissent circuler plus commodément, quoi. Donc on taille les rochers, on le voit ici, ça c'est des vieilles tailles. On bâtit dessus et on élargit. Voilà. C'est les habitants du coin qui étaient réquisitionnés, donc par journée de corvée. C'est-à-dire telle paroisse, en fonction de sa population, doit fournir tant de bras pendant tant de temps. Voilà. Et par des impôts, des taxes, c'est les gens qui payaient aussi ces chemins-là. Bon, ça a favorisé aussi le commerce, indéniablement, parce que ça permettait aux denrées d'être acheminées en plus grande quantité sur des distances plus importantes en un temps moins long. Mais évidemment, la contrepartie, c'était qu'il y avait aussi plus de présence militaire, plus de présence de l'administration royale. Les chemins ancestraux qui parcourent le pays étaient traditionnellement bordés de cultures, souvent en escalier, qui leur imposaient un tracé particulier. Ils continuent d'être empruntés aujourd'hui par les randonneurs. Voilà, les anciennes cultures qui s'étagent les unes sur les autres et qui vont pratiquement jusqu'au sommet des collines. Quand l'homme n'exploite plus, c'est la nature qui reprend le dessus. Alors on a un mix des deux en fait, des espaces qu'on croit être naturels. Voilà, là on est devant un espace vraiment naturel, mais on voit que c'est un espace de culture. Tout ça, c'était d'anciennes oliveraies. Le châtaignier, il y en a bien sûr. Dès lors qu'il va y avoir des remontées acides, on va y planter des châtaigniers. Donc ça, c'est la subsistance. La châtaigne, on la récolte donc à l'automne. Et c'est la nourriture de base. On en mange quasi tous les jours. Le soutien indispensable à la vie dans les Cévennes est depuis bien longtemps la châtaigne. Cette culture ancestrale marque encore les villages aujourd'hui, chaque maison étant traditionnellement équipée d'un séchoir à châtaigne. Les fruits y étaient étalés à l'étage, tandis que couvaient des braises sur le dessous. Les châtaignes déshydratées, extrêmement nourrissantes, se conservaient ainsi pendant des années. On dit que c'est grâce à la châtaigne sèche que les Camisards vont pouvoir tenir aussi longtemps face aux troupes royales, quoi. Voilà. Ils avaient tous dans leur poche, dans leur saquette, quelques châtaignes sèches. Et quand ils avaient un petit creux, hop là. Si la culture et la conservation de la châtaigne sont les ressources alimentaires naturelles de ce pays difficile, les spécialités culinaires des Cévennes, au temps des Camisards, ne sont pas légion. Dans le petit village de Soudorgues, c'est une autre spécialité locale présente depuis longtemps que travaille Hélène Salès. Le pélardon, un fromage de brebis très local et très ancien. Alors, je vais vous faire une petite recette à base de pélardon,
parce que le pélardon, c'est un fromage de la région. C'est un fromage de chèvre. Il faut en fait que le fromage de chèvre ait minimum 11 jours de maturité pour être appelé pélardon. Il se tient bien à la cuisson et il a un très bon goût quand il est chauffé. Je vais vous faire une recette, une petite entrée très facile à réaliser qui va allier donc le pélardon, l'oignon doux des Cévennes et la pomme, et ainsi que le miel de châtaignier. C'est vraiment une recette qui englobe les 4 produits phares de la région. C'est une recette du terroir. On n'est pas très riche en produits, nous, Cévenol. Donc la pomme, je coupe les 2 extrémités que je vais garder, que je vais faire confire. Au préalable, je la pelle. Et cette pomme, je vais la passer au four pour la faire confire. Nous allons passer sur le croustillant au miel. J'ai fait fondre le beurre et le miel. Je vais prendre 60 g de poudre d'amande. Je vais additionner 3 cuillères à soupe de cassonade, un blanc d'œuf et l'appareil à beurre et à miel. Parce qu'on va faire des tuiles au miel et on va l'étaler finement pour la faire cuire au four. Vous avez un minimum d'ingrédients et il faut essayer de faire marcher un petit peu son imagination et de faire avec un minimum d'ingrédients quelque chose de sympa, de festif. Notre famille est chrétienne, ils sont tous protestants et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas justement passer à table et faire des grands repas de famille où abonde le vin et la bonne bouffe. Et non, pas du tout. Voilà. Donc, voilà, on va commencer à dresser dans le premier millefeuille, une croustille au miel, un étage de pommes, oignons, pélardon. On repasse donc sur le croustille au miel. On rajoute une couche de pélardon et de pommes. On rajoute un croustillant au miel. Et on termine par une petite touche de miel. Voilà, hop, comme ça. Millefeuille au pélardon, pommes et oignons confits, croustillant au miel. Les protestants, peut-être avant, à l'époque, effectivement, c'était beaucoup plus sobre. Maintenant, nos repas de fête, pour nous, sont très importants et sont même des fois, effectivement, très riches. Donc... La présence de fromage de chèvre dans la région est attestée par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle au 1er siècle, en Lozère et au Gévaudan. Depuis, les bergers promènent leurs troupeaux dans ces chemins qu'ils contribuent à entretenir, ce pourquoi moutons et brebis sont particulièrement bien adaptés. Professeur de lettres devenu berger pour sa retraite, Jacques Verseille habite maintenant la maison Cévenol de sa famille, déjà debout au temps des Camisards. Allez, on y va. Là, je voulais vous faire descendre par là pour vous montrer un petit peu quelle était la taille des chemins ici quand on allait d'un endroit à un autre. C'était des chemins où on pouvait simplement marcher l'un après l'autre ou avec une mule. C'était tout. On n'avait pas de charrette. Hey. Allez, va l'écart là-bas. Hop, à gauche. Hop. Jules César raconte dans la guerre des Gaules en 52, donc avant Jésus-Christ, que pour traverser les Cévennes, c'était plus difficile en hiver que de traverser les Alpes. Alors la difficulté des chemins. Et les chemins eux-mêmes en Cévennes sont nés à partir des drailles. Ce sont donc ces chemins de transhumance. Les moutons, de façon naturelle, ont marché donc, pour regagner les montagnes et les hommes derrière ont empiré et ont fait ces chemins. Donc c'est les animaux eux-mêmes qui ont tracé ces premiers sentiers.
Ce sont des brebis que je garde tous les jours, donc 3-4 heures le matin, 3-4 heures l'après-midi, mais elles ne mangent qu'en balade, qu'en marchant avec moi. Ce sont des brebis nomades. Ah, reste aquí. Faites. Elle a 3 ans, donc cette chienne, et je l'éduque. C'est-à-dire que ce n'est pas un dressage, c'est un compromis entre elle, moi, les brebis et le pays. C'est différent, c'est-à-dire que c'est plus long, mais une fois que c'est acquis, c'est intelligent. Voilà. Bougez pas. Non. Faites. Ces brebis, c'était une race typique d'ici, cossonarde, mais typique d'ici, parce que les habitants d'ici, on les appelait les raioles. C'est-à-dire ceux qui défendaient le roi, même s'ils étaient en opposition, ils voulaient dépendre plutôt du roi que des petits seigneurs locaux. Bon là, on va laisser 2 minutes, elles vont nettoyer les pommes qui sont tombées, les restes qui serviront après pour le jus de fruits. Ce bâton, on l'appelle ici une courredge, c'est-à-dire la courroie. Et autrefois, quand les bergers se louaient, en particulier à la foire de Bar des Cévennes, on mettait la courroie comme ça. Ça voulait dire que là, on était un berger qui était libre et qu'on pouvait être loué par un autre éleveur. Lève-les là-bas, lève-les! Je voudrais vous montrer ce cyprès, voilà, qui est là. Cet arbre marque le jour où des filles de Possanel, donc du hameau où j'habite et d'où on vient, là, ont été assassinées ici, à cet endroit-là, par les dragons du roi qui descendaient de Montezorgue, qui sont descendus et qui ont assassiné 2 filles, là, à cet endroit-là, dans ce grand pré, en mars 1703. Aussi, si cette histoire ici est restée aussi vivante, c'est parce qu'elle a été proscrite et cachée. Du même coup, il a fallu conserver ici une mémoire orale et une mémoire familiale. À partir de 1688, les troupes du roi, qu'on appelle les dragons, donc qui étaient des soudards, étaient logés dans toutes les maisons avec droit, il fallait les nourrir, les loger, les violer, les massacrer, etc. Donc c'était des soudards. Donc on était dans une armée d'occupation sur un sol qui était le nôtre. Ici dans mon hameau, on était enterrés en cachette. Et là, nos ancêtres étaient enterrés dans un double mur de la maison. C'est-à-dire il y avait un mur qu'on ne voyait pas, aveugle, qui était fermé et qu'on ouvrait chaque fois. Et moi, j'avais une dizaine d'années, à peu près, quand mon père et ses frères, donc mes oncles, ont décidé qu'on pouvait maintenant faire une tombe donc, dans le jardin. Et donc on a sorti, je crois, on était très, très émus. J'avais rarement vu mon père et ses frères émus de cette façon-là, et pourtant ils avaient été résistants pendant la Deuxième Guerre, je veux dire, ils avaient vu. Et là, soudain sortir tous ces trucs qui étaient en lambeaux quand même, il y en avait qui avaient plus de 200 ans, 300 ans. Voilà, et donc on a pu exhumer tout cela pour faire un tombeau familial maintenant, où mon grand-père est aussi, dans le jardin. Voilà. Donc j'ai vu la fin de la guerre des Camisards, si vous voulez, en quelque sorte. On va aller boire au Gardon. Là, donc, on rejoint le chemin de Baville, donc il a créé donc, au XVIIIe. Et donc, il a fait construire le pont sur lequel on va passer. Alors, le pont est beau, mais pour moi, il y a toujours un pincement au cœur, quoi. On l'a utilisé après de façon beaucoup plus noble, mais au départ, c'était pour amener des troupes. Hop! Hop, hop! Allez! Allez, mes fifous, il fait chaud, hein? Oh, aïe, aïe. Faites, non. Hop! Il y a beaucoup de pourpiers. C'est une plante grasse qui est très très bonne. On en faisait aussi des salades, hein, voilà. Alors là, elles l'ont mangé, mais on avait beaucoup de plantes et de légumes très, très traditionnels. Parce qu'ici, c'était essentiellement des légumes secs, c'est-à-dire des lentilles, des pois chiches, etc. Alors après, il y avait effectivement tout ce qui était laitage. Hein, voilà, on faisait des fromages, des fraisettes. C'était assez frugal. Hein. Cette frugalité est tout à fait représentative des Cévennes. Mais ces montagnes recèlent aussi une richesse qui ne s'est jamais tarie et sera souvent la principale industrie locale au fil du temps.
La sériciculture, l'élevage du ver à soie, est l'activité principale du village de Monoblet depuis au moins le Moyen-Âge. Encore aujourd'hui, le ver à soie cévenol est réputé jusqu'en Asie, et c'est avec des techniques héritées de ses aïeux que Michel Costa poursuit cette culture ancestrale dans le village de Monoblet. On réunit les œufs de ver à soie et ces œufs, on les met en incubation pendant à peu près 10 jours. On les fait naître et lorsqu'ils sont nés, on les élève pendant 5-6 jours avant de les remettre aux éleveurs. Les éleveurs viennent les prendre ici, terminent les éducations chez eux, parce qu'on parle d'éducation et pas d'élevage pour les vers à soie, avant de ramener leur production à l'atelier ici à Monoblet. Alors les œufs de ver à soie, c'est tout petit, évidemment. On appelle ça des graines, hein, d'ailleurs. On n'appelle pas ça des œufs. Mais autrefois, donc, il y avait des femmes qui restaient au lit pendant 15 jours et elles couvaient les vers à soie dans le lit. Avec elles. C'était des couveuses. Elles couvaient leurs vers à soie, les vers à soie des voisins, souvent. Ou bien une autre technique consistait à mettre les œufs de ver à soie dans un petit sachet et on mettait ça entre les seins. Et pendant 15 jours, on les gardait au chaud, bien douillés entre les seins, jusqu'à ce que les vers à soie naissent. Ils sont en train de dévorer les feuilles du mûrier. Il ne mange que ça. Si on lui donne autre chose, il se laisse mourir de faim. Entre sa naissance et dans un mois, le moment où il fera son cocon, il va multiplier son poids initial par 10 000. Alors, sinon, on grossissait autant. Un bébé de 4 kg ferait 40 tonnes, c'est-à-dire le poids de 8 éléphants à peu près. C'est assez faramineux. On a l'impression que la tête, c'est la partie enflée. En fait, la partie enflée, c'est le thorax. Et là, ce ne sont pas les yeux, ce sont des lunules, c'est une décoration qui sert à effrayer les adversaires. La tête, c'est uniquement la partie brune qui est debout. Donc il grossit tellement vite et tellement fort qu'il est obligé de changer de peau à plusieurs reprises de façon à continuer à grossir. Là, il est au stade de chenille. Ensuite, il va passer dans le cocon au stade de nymphe. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur un cocon comme ça, vous avez un seul fil. Si on trouve le début du fil sur le cocon, on peut tirer le fil sur toute la longueur. Et sur un cocon comme ça, il y a à peu près 1,5 km de fil. Si vous mettez tous les fils qui sont là bout à bout, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein. Vous traversez toute la France. Vous allez de Marseille à Lille. Hein. Et là, il va passer du stade, disons, très terrestre, puisqu'il vit, normalement, il vit sur la feuille, il vit sur l'arbre, au stade de papillon, où là, c'est plutôt un stade plus céleste. Il y a plusieurs peuples qui utilisent la soie pour entourer les morts, pour leur permettre de passer du stade terrestre au stade céleste. Parce que la soie représente le cocon qui permet justement la mutation vers le-delà. Quand les vers sont jeunes, on ramasse uniquement les jeunes feuilles. Vous voyez qui sont vert tendre. Ça, c'est pour les jeunes vers. Et ensuite, quand les vers sont gros, on ramasse les autres. Autrefois, il y avait dans le haut Moyen-Âge, puisque la soie est produite ici depuis le XIIe siècle, donc il y a très longtemps, les premières soies françaises étaient produites à Anduze en 1192. Et elles étaient exportées depuis le port de Marseille. Mais elles venaient d'ici, d'Anduze. Voilà. Moi, quand j'étais gamin, mes parents faisaient l'élevage de ver à soie. Mes grands-parents le faisaient aussi. Ma mère était fileuse de soie, ma grand-mère aussi. Et donc je suis né là-dedans. Hein. Et j'ai été très attaché gamin. Et ça ne m'a jamais quitté. C'est un champ de kokuzo. Kokuzo, c'est le nom d'un mûrier qui a été importé du Japon au début des années 1950, qui s'est bien acclimaté ici. Il fait un très bel arbre, il fait de très belles feuilles surtout. Il fait des grandes feuilles qui sont faciles à ramasser. À l'époque des Camisards, il y avait eu un gros froid qui avait gelé la plupart des plantes, même les châtaigniers avaient crevé à ce moment-là.
Et le seul arbre qui poussait très rapidement et qui donnait un revenu très rapidement, c'était le mûrier. Donc à cette époque-là, on s'est mis à planter beaucoup de mûriers en Cévennes. Et la plupart des mûriers ont été plantés entre 1700 et 1750. À ce moment-là, c'était à l'époque de la guerre des Camisards. Et la serciculture, donc, est repartie à ce moment-là de manière très forte. Elle a cru jusqu'au milieu du 19e siècle, 1850, où on a produit 26 000 tonnes de cocon ici. C'était vraiment le revenu majeur des Cévennes. Le mûrier, on l'appelait l'arbre d'or. Et malheureusement, à ce moment-là, il y a une maladie qui est apparue, qu'on appelait la pébrine. Et cette pébrine a décimé les élevages les uns après les autres. Elle a envahi le monde entier, sauf un pays, le Japon. Parce que le Japon était fermé aux étrangers. Parce qu'à cette époque-là, il y a un Cévenol qui a pénétré au Japon, qui a réussi à pénétrer et à ramener des œufs sains. Ça a été la ruée après. Les Européens sont partis au Japon chercher des œufs et ça fait la fortune du Japon. Quand le Japon est devenu le plus gros producteur mondial de soie, il a fait venir les filatures françaises. Et il y a même d'anciennes grand-mères qui se souvenaient d'être parties au Japon pour former les Japonais à la filature moderne. Tout le Japon moderne s'est construit grâce à la soie, à cause de ce Cévenol qui est parti là-bas. Dans le monde entier, on retrouve souvent des traces de culture cévenole. Mais cette sensibilité au voyage des protestants des Cévennes a tout de même, la plupart du temps, été contrainte et forcée. On a plutôt tendance ici en Cévennes d'évoquer la résistance des protestants qui sont restés, mais nombre de protestants français, on estime la proportion à un quart à un tiers. Des protestants français vont émigrer. Même si Louis XIV l'a interdit, donc ils seront de l'ordre de 200 250 000 à s'expatrier. Le gros fort de l'émigration, c'est la révocation. Et on continue à partir. Donc voilà, encore sous Louis XV, on a des gens qui partent et on a toujours des condamnations qui tombent pour ceux qui se risquent à l'exil. Le refuge, au singulier, avec un R majuscule, c'est l'ensemble des États d'Europe ou plus lointains, mais qui accueillent à l'époque les Huguenots, donc les protestants français. Donc ils partent en Suisse, en Hollande, et puis de là, ils vont s'établir en Allemagne, en Afrique du Sud, en Angleterre, en Russie même, et en Amérique aussi bien. On sait qu'au moment de la Révocation se présentent aux portes de la ville de Genève 4 à 5 000 émigrés hebdomadaires, pour une ville de 25 000 habitants à l'époque. Donc il faut imaginer que c'est un doublement de population par mois. La culture de l'asperge, qui est un véritable produit national en Allemagne, a été implantée à l'époque par les maraîchers occitans. On sait que la vigne en Afrique du Sud, un grand pays producteur aujourd'hui, est organisée et créée à l'époque par des viticulteurs du grand sud-ouest de la France qui ont d'abord essayé de s'établir en Hollande. Mais le vin hollandais n'est quand même pas d'une réputation énorme. Donc de Hollande, ils s'établissent par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes orientales en Afrique du Sud. La culture de résistance est sans conteste profondément attachée à cette terre, et jusque tardivement dans l'histoire. Avant même le début de l'occupation allemande, des familles de juifs réfugiés seront ainsi régulièrement accueillies et protégées dans la région. Durant toute la guerre, par tout le monde, sans se poser de questions, comme une évidence. Ce phénomène donc de persécution, d'interdit religieux, permet de comprendre un autre phénomène qui a été très sensible pendant la dernière guerre mondiale, notamment en terre cévenole, c'est l'accueil des persécutés. Alors on pense bien entendu aux Juifs. Donc 1942, c'est une date cruciale. On est quelques semaines après la rafle du Veldiv et quelques semaines avant l'annexion de la zone sud par les troupes d'occupation. Donc on est ici en zone sud. Certains vont refluer ici jusqu'en Cévennes pour y trouver un réel accueil.
trouvant un havre de paix un petit peu plus évident hein, dans ces terres encore assez isolées et surtout très éloignées des grands combats. Et donc les organisations protestantes se mettent en place à l'époque pour organiser, favoriser l'accueil des populations juives. En France, dans une proportion protestante de, à l'époque, 3 ou 4%, 20% de ceux qui ont reçu la médaille des Justes sont des protestants. D'une guerre méconnue qui, malgré la défaite, ne fit jamais renoncer les protestants cévenols à leur foi, s'est renforcée l'identité d'une région rebelle et chaleureuse, rude et accueillante, dont les chemins tracés par une histoire parfois tragique exaltent une beauté sauvage généreuse, encore préservée par ceux qui les empruntent.